Bonjour Jean-Baptiste Lemoine. Bonjour. Vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères. Auparavant, vous étiez sénateur Les Républicains de Lyon et vous avez rejoint Emmanuel Macron en mars 2017. Vous êtes notamment chargé du commerce. Le commerce en ce moment, c'est un peu la guerre. L'OMC a donné son feu vert aux États-Unis pour surtaxer des produits européens, parmi eux des vins français, des fromages, des machines-outils allemandes. Alors cette guerre, elle s'annonce sans fin? Nous préférons la résolution dans le cadre d'un règlement amiable. Parce que nous avons aussi attaqué les États-Unis devant l'OMC pour des subventions à leur industrie aéronautique. Et dans quelques mois, nous serons également autorisés à pouvoir prendre des mesures les concernant. Donc, chacun monte ses muscles. Mais donc, il vaut mieux se mettre d'accord sur un mode d'emploi sur les subventions industrielles plutôt que s'engager dans une escalade qui effectivement peut être préjudiciable aux économies. Parce que je rappelle que ces droits, ils vont pénaliser d'ailleurs directement le consommateur américain qui va voir renchéri un certain nombre de produits d'origine européenne. Et donc nous regardons naturellement dans la palette que nous avons tout ce qui nous permet de réagir au plus vite en étant conforme aux droits de l'OMC. Un accord est possible ? En tous les cas, depuis des mois, avec Bruno Le Maire, lorsque nous rencontrons Rob Lighthizer, le ministre du Commerce de Donald Trump, nous lui avons dit « Travaillons plutôt sur ces subventions industrielles, sur leur encadrement, plutôt que de faire cette guerre commerciale, surtout entre alliés. » Les États-Unis ont ouvert un front avec la Chine, on le sait. Pourquoi ce deuxième front avec l'Europe ? Je crois que Donald Trump a une politique commerciale qui vise avant tout à remettre en cause un certain nombre d'outils multilatéraux, d'alliances qui existent. Et c'est dommage parce que je crois qu'il a une vision d'ailleurs du commerce un peu années 70. Ce n'est pas les déficits commerciaux qui sont un problème en soi. Parce que regardez, nous-mêmes nous avons un déficit commercial. Mais pour autant, les Américains ont des chaînes de production en France, les Français ont des chaînes de production aux États-Unis. Donc en réalité, d'ailleurs, on est très imbriqués. On est très imbriqués. Les chaînes de valeur sont très imbriquées. Donc je crois qu'il y a là, hélas, une vision un peu idéologique datée, mais qui aujourd'hui fait des dégâts, fait des ravages. Et l'OMC d'ailleurs est en risque. Au mois de décembre prochain, si rien n'est fait, l'organe d'appel de l'OMC sera bloqué parce que les Américains ne veulent pas y nommer les juges qui doivent le composer. Ça veut dire que concrètement, on n'aura plus la faculté de faire respecter les règles du commerce international. C'est vous dire qu'il y a urgence à réformer, à refonder l'OMC en tenant compte aussi des critiques américaines, mais en ayant un outil efficace. Vous voulez dire que Donald Trump utilise l'OMC quand ça l'arrange, dans un sens pour les États-Unis positif, mais quand ça le dérange, il s'affranchit des règles? Je vous le confirme, il a pris l'année dernière des mesures tarifaires sur l'acier et l'aluminium, notamment européens, qui ne sont pas conformes à ces règles de l'OMC. Nous avons d'ailleurs répliqué l'année dernière, pris des mesures de rétorsion qui, elles, étaient compatibles avec l'OMC. Ça montre bien que nous sommes crédibles lorsque nous évoquons des rétorsions et nous regardons d'ailleurs tout ce qui nous permettrait de réagir au plus vite. Et c'est le message que nous porterons aussi aux filières que nous recevons cet après-midi avec Bruno Le Maire à partir de 15h. Les déséquilibres entre l'Union européenne et la Chine s'accentuent. Il y avait une étude du think tank La Fabrique de l'Industrie qui montrait que les produits chinois vendus en Europe contiennent de plus en plus de valeur ajoutée, mais que à l'inverse, on est de moins en moins présent sur le marché chinois. Que peut-on faire? Alors, très clairement, je crois que nos amis chinois, nous avons des messages à leur faire passer en termes d'ouverture du marché, en termes de réciprocité, en termes d'équité dans la concurrence. Et c'est d'ailleurs des messages que le président de la République portera lors de son déplacement au mois de novembre en Chine, parce qu'on ne peut pas se satisfaire d'une Chine qui se dit encore pays en développement, qui, par son capitalisme d'État, subventionne des industries. Et il y a besoin d'équité. Je crois que nos entrepreneurs attendent cela. Et c'est pour ça qu'il y a aussi ce besoin de mettre à jour un certain nombre de règles du commerce international au sein de l'OMC. Besoin de règles, mais aussi besoin peut-être d'être un petit peu plus agressif sur le marché chinois en termes et à un niveau européen, et donc d'organiser des filières européennes pour pénétrer mieux ce marché. Alors, nos entrepreneurs français, européens sont très actifs. Je les ai rencontrés à Pékin, à Shanghai. Mais vous le savez, ce marché, il est aussi très encadré, très régulé. Les conditions pour lancer des activités sont draconiennes. Et d'ailleurs, il y a des sujets de propriété intellectuelle qui se posent. Par conséquent, c'est un
un marché qui n'est pas évident, je dirais. On le sait. Mais la longueur d'avance déjà des États-Unis et de la Chine sur la technologie, sur l'écologie, sur des domaines dont on va beaucoup parler ces prochaines années, elle est irrattrapable pour l'Europe? Je crois que l'Europe, elle est sortie d'une forme de naïveté et c'est heureux. Nous avons notamment plaidé pour que nos pépites technologiques, les secteurs stratégiques ne puissent pas faire l'objet de prise de contrôle de la part d'acteurs étrangers qui ne seraient pas désirés. Nous sommes dotés, par exemple, au niveau européen, eh bien, de ce qu'on appelle un régime de règlement des investissements étrangers. C'est important que, justement, sur ces sujets d'innovation, non seulement nous puissions investir, et c'est le cas, la France, d'ailleurs, notamment, est particulièrement en pointe grâce à ce crédit impôt recherche, et surtout que ces innovations, une fois qu'elles sont trouvées, brevetées, eh bien, restent dans les mains de propriétaires français ou européens. Le Parlement européen, on va parler un peu de Sylvie Goulard, a décidé de prendre son temps avec la nomination et la candidature de Sylvie Goulard au poste de commissaire. C'est un processus normal ou c'est un règlement de compte politique? Le Parlement européen, il est dans son rôle en auditionnant naturellement les commissaires. C'est un peu le moment où il peut montrer les muscles. Donc peut-être qu'il le fait de façon, je dirais, particulièrement appuyée. Maintenant, nous avons pleinement confiance justement dans l'expertise, les compétences de Sylvie Goulard, qui non seulement sur tous les sujets sur lesquels elle a été nommée, comment dire, a une très forte compétence, et multilingue, quelqu'un d'apprécié des partenaires européens. Et donc, voilà, nous espérons que tout ça va bien se dérouler. Paye aussi un petit peu ce qui s'est passé avec la candidature du commissaire hongrois et celle de la roumaine. Je crois que plus largement, les partis historiques du Parlement européen, PPE et PSE, ont peut-être un peu mal vécu le fait que le système des Spitzenkandidaten qu'ils avaient échafaudé eh bien, n'ait pas pu trouver à s'appliquer dans la désignation de la nouvelle présidente de la Commission. Et c'est normal, il faut tenir compte de la démocratie et des électeurs tels qu'ils se sont exprimés. Et je trouve que nous avons en tous les cas une commission qui a un joli visage entre la présidente de la commission, M. Borrell qui va s'occuper justement des affaires étrangères, Mme Lagarde qui est dans un autre registre mais à la tête de la BCE. Voilà, je crois que l'Europe est bien armée. Le Brexit, il approche. Est-ce que les grands groupes français sont prêts, on le dit, à l'affronter? Qu'en est-il des 30 000 PME françaises qui font du commerce avec la Grande-Bretagne? Alors, nous sommes préparés avec ces PME, et notamment, il y a eu énormément de démarches individuelles par téléphone, lors de réunions également, pour les sensibiliser à tout ce qu'il fallait changer dans leurs procédures, notamment douanières, dans les process, etc. Parce que c'est naturellement un choc, ce Brexit. Et c'est un choc qui peut arriver désormais très vite. Mais elles sont prêtes, vous les avez informées, vous les avez alertées? Tout à fait, Agnès Pannier-Runacher a fait un travail remarquable avec Amélie de Montchalin. Et donc, ces entreprises ont pris la mesure des choses, ont eu d'ailleurs un peu de temps supplémentaire pour se préparer depuis le mois d'avril, souvenez-vous. Et je crois que la France est parmi les États les mieux préparés au sein de l'Union européenne. On ne peut pas en dire autant d'ailleurs de nos amis britanniques. Par exemple, vous regardez le port de Douvres, ils n'ont manifestement pas fait les travaux d'infrastructure que nous avons fait à Calais, par exemple, pour permettre une fluidité et puis pour permettre tout simplement eh bien, le transfert des marchandises dans des meilleures conditions possibles. Le dernier plan présenté par Boris Johnson, il est acceptable? C'est un plan qui semble encore insuffisant d'après les premières analyses, et le Parlement européen d'ailleurs s'est exprimé hier en disant les insuffisances, parce que vous le savez, il y a besoin de concilier la protection du marché intérieur européen, de concilier l'absence de frontières suite aux accords trouvés en 1998 à la suite du conflit, et donc de ce point de vue-là, tout n'est pas encore réglé par ce qui est proposé par Boris Johnson. Donc le travail se poursuit. Michel Barnier et ses équipes, depuis d'ailleurs cet été, ont été en contact permanent avec les équipes de Boris Johnson, mais force est de constater que pour l'instant, tout n'est pas réglé par les propositions de M. Johnson. Et donc, hélas, il faut aussi se préparer eh bien, à une sortie qui soit sèche, sans que l'accord soit possible. Avec ses conséquences pour le commerce. Sujet d'actualité française, les opposants au mariage, à l'ouverture du mariage aux femmes, aux homosexuels, manifestent dimanche. En 2013, vous étiez au premier rang de la Manif pour tous. Vous avez renoncé à vos convictions? Non, c'est que
Sur ces sujets de PMA et de bioéthique plus largement, moi je m'en suis ouvert très rapidement à Agnès Buzyn et qui a pu me rassurer sur un sujet qui me tenait à cœur, qui est celui de l'accès aux origines. Parce qu'il me semblait justement à l'époque qu'il n'était pas concevable que quelqu'un ne puisse pas avoir accès à ses origines s'il le souhaitait. Et ce sujet-là a été réglé par la loi dès que le gouvernement a mis sa copie sur la table. Et mais donc, le principe de l'élargissement de la PMA aux femmes homosexuelles ne vous pose pas de problème? Dans ces conditions-là, avec justement ces paramètres qui ont été mis dans la loi, cela ne pose plus de problème. Et il y a une interdiction stricte qui demeure, qui est celle de la GPA, parce que là, on est dans une forme de marchandisation, il faut le dire, du corps humain. Donc oui à la PMA pour toutes, non à la GPA. Merci beaucoup Jean-Baptiste Lemoine. Merci.